En 96, donc le président a été élu. Et là, c'est ça là le chamboulement. Hein. Donc il veut tout il veut tout refaire. Il veut tout refaire, donc des audits, réorganisation, licenciement économique pour faire des économies. Et puis, fin de compte, on se rend compte que ça n'a pas tenu. Ensuite, ils ont réembauché un autre cadre qui était le responsable marketing et communication, que j'ai commencé à travailler pour lui. Donc, je travaillais pour le secrétaire général adjoint et j'ai commencé à travailler pour lui. Et là, cette période-là, ça s'est très bien passé. Je le trouvais passionnant et passionné par ce qu'il faisait. Il y avait énormément de choses à faire. On n'avait pas de service communication, c'était tout nouveau. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait plein de choses à faire. La plaquette de présentation de la fédération, des affiches, des documentations, etc. Il y avait énormément de choses à faire. Il était très exigeant dans le travail, la perfection, tout ça. Mais moi, j'aimais bien. Pour moi, ce qu'il y a, c'était un peu plus long. Puis tout d'un coup, il y a eu toute cette période où les secrétaires se sont succédés, où j'étais obligée aussi de travailler pour le secrétaire général. Et le président, ça faisait 3-4 cadres. Et là, peut-être que à ce moment-là, la surcharge de travail a fait que je ne pouvais pas donner satisfaction à tout le monde. On m'a surchargée de travail, et ça, je l'affirme. Surchargée de travail, je n'arrivais pas, en fin de compte, à satisfaire tout le monde parce qu'il fallait passer du coq à l'âne sans arrêt, parce qu'il y avait tous les appels téléphoniques à gérer, tous les comptes, les rapports à taper, les courriers, En plus, ils se sont lancés à ce moment-là dans des formations commerciales. J'ai l'impression qu'ils se servaient un petit peu de moi, parce que ça n'allait pas, si les objectifs n'étaient pas atteints. Bah oui, mais moi, j'ai pas de secrétaire, l'autre, je n'ai plus de secrétaire, moi, je n'ai pas de secrétaire. Un document, le président leur demandait un truc pour un tel jour, ils attendaient toujours la dernière minute. Ah, mais c'est à la frappe, j'ai pas de secrétaire. Donc c'était Maria qui n'avançait pas, qui ne faisait pas son travail. Moi, je me suis trouvée au milieu de ces trois personnes-là, tiraillées, au bout d'un moment, tiraillées par l'un, par l'autre. C'était moi d'abord, l'autre moi d'abord. Et c'était vraiment pas facile à vivre pour moi. On m'a demandé tout. J'étais polyvalente. C'était aller acheter des sandwichs, c'était aller faire des courses parce qu'il y allait y avoir des réunions, qu'il fallait leur servir le café. C'était faire la vaisselle, faire le café, servir le café. C'était faire tout, quoi. C'était faire la secrétaire, la femme de ménage, et je me suis posé la question, et pourquoi on ne me respecte pas au bout d'un moment. J'avais vraiment le sentiment qu'on ne me respectait plus. Et c'était très déstabilisant. Et petit à petit, j'ai perdu un peu pédale, quoi. Je suis allée voir le médecin qui m'a prescrit des petits cachets. Donc après, ça allait un peu mieux, mais le stress, la fatigue, la peur de perdre son emploi, ça a été très dur à vivre. Et le responsable marketing et communication qui était très très exigeant, si son travail n'était pas vraiment fait, il me fixait une heure, il fallait que ce soit prêt à partir. Et comme j'avais des tas d'autres choses à faire, tous les appels téléphoniques à gérer, etc., parfois c'était pas prêt et ça pouvait attendre le lendemain. Un jour, pareil, c'était au mois d'août. Il est parti à midi, vers midi, il est revenu vers 3h et il m'a dit « Mon courrier est parti ». C'était un mailing qu'il fallait que ça parte. Et moi, j'avais pas eu le temps de finir parce que c'était la période des vacances, que la collègue de bureau était en vacances. Et je n'ai pas pu finir. Et j'ai dit, écoutez, je n'ai pas pu terminer. Ça partira demain, le courrier est parti. À 15h, le courrier était parti. Et là, il m'a dit, non, il est hors de question. Et là, c'est parti. Il ne me lâchait pas. Il était dans mon bureau, il ne me lâchait pas. Et je lui ai expliqué, voilà, je suis toute seule, comme vous le savez. J'ai travaillé pour un tel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je lui ai donné mon emploi de temps. Et il continue à me faire des tas de reproches. Je me rappelle plus de tout, mais je sais que je lui ai dit, écoutez, à un moment donné, vous voyez, c'est pour ça peut-être, oui, je sais pas.
J'ai dit, vous sortez du bureau, sinon je vous envoie quelque chose à la figure. Je suis partie et j'étais mal, je tremblais, j'étais seule. On m'a laissé rentrer seule, parce que je n'étais pas bien de toute façon. On m'a laissé rentrer seule, j'étais dans le métro et je pleurais, je tremblais, j'avais vraiment... Je déambulais, je me rappelle comme si c'était encore aujourd'hui. C'est vrai que j'avais donné ma démission, c'était verbal, je n'avais pas fait le courrier. Et là, déjà mon médecin, il m'a dit, mais il ne faut pas donner votre démission comme ça, vous n'êtes pas bien, vous allez vous reposer. Il m'a donné des médicaments pour dormir, pour essayer de dormir, de reposer. Il m'a arrêté 15 jours, il m'a dit, dès que ça va un petit peu mieux, vous revenez me voir. Mais ce jour-là, je suis partie, j'ai dit, j'ai tout perdu. Et j'étais même persuadée que j'allais être pénalisée, parce que je suis partie du bureau et je dis, plus jamais je ne pourrai retourner dans ce bureau-là, c'est impossible. Vous savez, c'est très difficile de vivre dans la souffrance comme ça, alors que vous essayez de faire pour le mieux. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de justice. Qu'il n'y a pas de justice parce que ça dure des mois, ça dure à 4 ou 5 ou 6 ans. J'ai une maladie, disons, de cœur qui est l'arythmie cardiaque, qui est traitée par, bien sûr, aujourd'hui par médicaments et contrôlée, mais qui, disons, c'est disons, découverte il y a 2-3 ans en arrière et que mon médecin met sur on va dire le stress, entre guillemets, le stress de l'activité, du métier que je fais. Je représente une entreprise de concession automobile voitures sans permis qui a depuis une dizaine d'années et qui a suivi une évolution disons assez importante ces 4 ou 5 dernières années et qui ont augmenté les charges de responsabilité tant au niveau, disons, importance en volume, mais responsabilité avec les banques, les fournisseurs. La tâche des mécaniciens est d'effectuer le travail qu'on leur confie, mais sans se soucier disons, de la difficulté qu'on peut avoir après avec le client parce que le travail n'est pas rendu dans les temps, parce qu'on va avoir remplacé plus de pièces que prévu. Donc, ils ont une obligation de résultat, comme j'en ai une vis-à-vis du client. Et il ne la supporte pas, cette obligation de résultat vis-à-vis du client. La relation à ce moment-là avec le personnel est parfois, ça se passe toujours bien, je ne veux pas dire que ça ne se passe, mais il y a une contrainte d'une part de leur côté et une part du mien, parce que je souhaiterais effectivement que le travail et la production suivent ces pics. Et que ce n'est pas toujours facile. Hein. On a l'impression qu'étant responsable d'une entreprise, on est assis derrière son bureau et que on pourrait aussi venir donner ou venir aider. Je pense que là, il y a d'autres... les gens d'atelier ne voient pas toujours que le travail n'est pas le même. Il est peut-être moins physique en ce qui me concerne. Mais par contre, si je vais les aider, c'est des tâches, disons, extrêmement importantes qui ne seront pas assurées, c'est des commandes qui ne seront pas passées, c'est, disons, de la comptabilité qui prendra du retard, c'est tout un tas de choses qui, après, viennent perturber et mettre en retard la partie administrative de l'entreprise. Dans l'activité de tous les jours, le téléphone est justement le gros problème, parce que, alors, peut-être qu'il nous manque une secrétaire, mais bon, les problèmes de personnel sont pas faciles et les charges sont disons qu'on a fait aujourd'hui l'impasse sur cette personne supplémentaire, qui ne réglerait pas tout, malheureusement. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas choisi cette orientation. Et c'est vrai que dans une journée, entre le téléphone, les clients qui se présentent, eh bien, de 8h30 le matin jusqu'à
18h30, il est hors de question de faire un travail qui demande une attention continue, plus de 5-6 minutes. Donc là, c'est reporté sur au-delà de 20 heures et surtout le week-end, où les travaux de comptabilité, je dirais, même ne serait-ce que faire des courriers ou répondre à certains clients, ça se fait quand effectivement tout le monde est rentré chez soi, quoi, après 20 heures. C'est très difficile effectivement à certains moments de supporter les pressions, et notamment sur la trésorerie d'une entreprise quand il y a une récession. Quand l'activité progresse, les choses sont absorbées par l'entreprise d'une manière correcte. Quand l'activité est à l'inverse, c'est là où les marges de manœuvre sont très faibles. Concernant les points délicats qui peuvent être des traites qui vont se présenter ou un chèque qui est revenu impayé et qui va mettre le compte dans des situations qu'il faut régler très rapidement ou le lendemain matin, c'est vrai que je vais avoir du mal à m'endormir. Je mets en grande partie cette maladie sur ce problème d'activité, mais d'un autre côté, se dire que si je voulais, disons, assouplir un tout petit peu diminuer cette activité stressante, je ne sais pas si je l'accepterais facilement. Donc dans les deux interviews que nous venons de voir, on a un cas, celui de l'assistant de direction, qui est un cas du secteur tertiaire, et un cas donc d'un garage de voitures, concessionnaire à garage de voitures, qui est du secteur secondaire. Et on voit derrière les deux interviews que les déterminants du stress au travail et les mécanismes qui sont en jeu sont identiques. D'un côté, nous avons des questions de contexte de changement, de réorganisation du travail, d'intensification des contraintes et d'impossibilité petit à petit, progressive certes, de les gérer par absence de moyens et par absence de marge de manœuvre. Et de l'autre côté, nous avons exactement la même chose, des évolutions du chiffre d'affaires, des évolutions des effectifs probables, des évolutions des responsabilités, un contexte de changement, bref, d'évolution, avec une organisation de travail qui se modifie aussi, et avec des difficultés nouvelles, notamment les difficultés de trésorerie, puisqu'il insiste beaucoup là-dessus, qui, elles aussi, deviennent de plus en plus difficilement gérables, parce que les marges de manœuvre vis-à-vis des banques n'existent pas. Elle dit, je crois, à un moment, il fallait passer du coq à l'âne tous les jours. Donc, probablement, derrière cette expression-là, des priorités pas très claires, des interruptions de tâches, des interférences de tâches, des tâches accomplies pour un directeur qui, avant même d'être finies, sont remplacées par des tâches à accomplir pour l'autre. Les urgences n'étant pas les mêmes, c'est à elle, en quelque sorte, d'établir les priorités, ce qui est une responsabilité énorme pour quelqu'un qui est un exécutant, malgré tout. Donc, elle a de l'autonomie, et quelqu'un qui a cette possibilité-là, gérer les priorités de ces trois responsables, est forcément autonome. Mais c'est une autonomie qui ne se traduit pas dans les moyens, qui ne se traduit pas dans les marges de manœuvre, et qui, au contraire, compte tenu du contexte et compte tenu de la charge de travail, du nombre de tâches qu'elle a à accomplir, devient un handicap. Elle n'a pas les moyens pour transformer cette autonomie en marge de manœuvre qui permettent de gérer les contraintes et atténuer son stress, et lui permettre, parce que ce n'est pas seulement l'atténuation du stress, lui permettre de maintenir sa performance à un niveau acceptable pour elle et pour les autres. Tandis que le gérant de cette entreprise donc de voitures, de cette société, lui, malgré la pression des banques, malgré le fait qu'il est à la merci de ces banques, malgré l'incompréhension de la réalité de son travail par ses salariés, il fait le choix, mais c'est lui qui le fait, de ne pas embaucher de secrétaire. Là, il a l'autonomie de décider
s'il va se donner les moyens ou pas. L'assistant de direction n'a pas cette possibilité-là. Son autonomie est une autonomie du type « débrouillez-vous ». Sans les moyens, débrouillez-vous, égale situation ingérable par le salarié. Ce n'est pas le cas du gérant. Où là, c'est un choix. Donc, et cette pathologie cardiaque traitée de ce chef d'entreprise, attribuée au stress par son médecin et par lui-même, on le voit dans le film, ne suffit pas pour détruire, pour atténuer, pour gâcher le plaisir et l'accomplissement qu'il a au travail. Malgré les insomnies, malgré... pourquoi? Parce que les marges de manœuvre et les moyens dépendent de lui. C'est-à-dire qu'il a le contrôle. En tout cas, il a le sentiment d'avoir le contrôle. Tandis que de l'autre côté, l'assistante de direction, au moment où elle craque, eh bien, elle craque non pas parce que forcément la situation est infiniment plus stressante, mais parce qu'elle n'a plus le contrôle. Elle arrive à un stade où elle s'aperçoit qu'elle n'a plus les ressources pour gérer, qu'elle ne peut plus gérer. Elle ne voit pas quelle est la stratégie qui lui permettrait de s'en sortir. Elle ne voit pas sur quel collectif pourrait s'appuyer. Et donc, à ce moment-là, elle est seule au monde face au problème et sans marge de manœuvre pour le gérer. Je ne pense pas qu'un stage de gestion de stress pour cette assistante de direction lui permettrait de s'en sortir. Elle aurait toujours la même charge de travail, les mêmes ordres contradictoires, les mêmes conflits avec les trois personnalités qui la dirigent, la même impossibilité d'agir en fonction des urgences, des priorités, des charges qui lui sont attribuées. Je ne pense pas qu'en lui faisant un stage de yoga ou de méditation quelconque, elle arriverait mieux que cela. Si on avait pris la peine de regarder la réalité de son travail, la réalité de ses contraintes, la réalité des moyens qu'elle avait pour les gérer, eh bien, on aurait certainement pris des mesures qui toucheraient l'organisation, qui toucheraient ses compétences, sa formation, qui toucheraient le collectif de travail et les possibilités de collaboration, qui auraient permis une autre issue que celle-là, à la fois du point de vue de cette assistante, sa santé, son emploi aussi, puisqu'il est en cause, et du côté de la performance de cette assistante qui serait maintenue. Du côté du chef d'entreprise, on a une pathologie qui est donc une décompensation du stress au travail. Il paye de sa personne, il paye un prix pour pouvoir continuer à travailler. A dit ne pas savoir s'il serait capable de s'en passer. Qu'est-ce que c'est la prévention? Lui apprendre à gérer ses insomnies, en faisant la compta éventuellement. Lui apprendre quoi? L'action possible, c'est dans la reconnaissance de son travail réel, dans la mise en place de collaboration et de coopération avec ses collaborateurs qui vont mieux comprendre finalement les contraintes en travaillant avec lui, et donc par là même la création de marge de manœuvre et de nouveaux moyens collectifs pour gérer les contraintes. Le problème avec les banques, on ne le changera pas, qu'ils fassent un stage ou qu'on agisse sur autre chose. Mais la capacité de gérer collective de son entreprise, de gérer ce problème avec les banques et la trésorerie quotidienne, peut changer. Donc voilà, je crois que quand on considère que le stress au travail, comme d'ailleurs d'autres problèmes de santé au travail, sont le résultat de tensions et de déséquilibres très forts dans le rapport que l'acteur, le salarié, a avec l'organisation, avec les autres, déséquilibre en sa défaveur parce que les contraintes augmentent et les moyens qu'il dispose pour les gérer, les marges de manœuvre qu'il a pour utiliser ces moyens-là, individuels et collectifs, n'augmentent pas, voire diminuent. Et là, qu'on parle du stress, qu'on parle des TMS, qu'on parle d'autre chose, l'issue est la même. Ma condition de mutation, c'était de pratiquer à quelques licenciements, hein, donc dans le nouveau magasin, dans la nouvelle entreprise. Bon, c'était une des conditions pour être muté, hein, pour accéder au poste en tant que responsable. Donc j'étais quasiment contraint à accepter les conditions. De là, il y a eu, les problèmes ont commencé. Hein, c'est-à-dire que
En fait, j'ai eu énormément de mal à trouver des raisons valables pour les licenciements de ces personnes-là. J'ai pratiqué aucun licenciement. Et donc, ce sont les faits qui m'ont été reprochés immédiatement. Ça s'est déroulé dans les 4 mois qui ont suivi ma mutation. Les licenciements ont été faits, malgré moi. Et ces personnes, donc il y a eu 3 personnes donc, de licenciées sur un mois et demi. Et donc elles n'ont pas été remplacées. Donc moi, je contribuais donc à faire le travail de ces 3 personnes. Je m'intégrais à l'équipe. Le matin, je venais à 5h, 6h pour faire le travail de ces 3 personnes. J'avais sur mon dos tout le temps, en permanence, mon responsable hiérarchique qui me suivait pas à pas quasiment. Qui faisait le tour de tous mes rayons pour voir s'il manquait des étiquettes, s'il manquait des produits, si mes gondoles étaient propres. Ça a duré 3-4 mois, cette situation. J'ai eu des problèmes d'estomac, j'ai fait un début d'ulcère. Je commençais à 5-6 heures le matin. Il m'arrivait donc de finir à 19h, 19h30, et quand j'étais de permanence, c'était 22h. J'étais impliqué dans mon rayon, je vivais que pour ça, je peux le dire, pendant 15 ans, j'ai pas vu mes enfants, j'ai pas vu passer le temps, quoi. J'ai eu quelques rendez-vous avec la direction, et ça s'est assez mal passé. On m'a fait comprendre que je devais donner ma lettre de démission. Je me souviens, lors d'un entretien, mon directeur s'est approché de moi en face à face, de très près, en me montrant la porte et en me demandant de vouloir quitter le magasin et donner rapidement une réponse pour un départ quasiment immédiat. C'est-à-dire que vraiment, j'ai senti de la haine. Bon, ça s'est assez mal passé. J'ai été convoqué plusieurs fois. On m'a fait recomprendre qu'il fallait que je parte. Qu'il fallait absolument que je parte. Et que, en fait, c'était moi la brebis galeuse du secteur. J'ai été donc mis dehors 3 fois du magasin. Sorti par la sécurité pour rien. En fait, c'était simplement ils avaient remis en place donc le processus de harcèlement, c'est-à-dire qu'ils vérifiaient derrière moi tout ce que je pouvais faire, les étiquettes, les produits, les tablettes. Dès qu'il manquait quelque chose, j'étais convoqué. Et donc je me suis rebellé, je me suis un peu défendu. Et là, à ce moment-là, ils ont commencé à me sortir du magasin. Pendant ce temps-là, j'ai été mis de côté, et toutes les responsabilités de mes 2 rayons ont été attribuées à mon adjoint. J'avais aucune maîtrise de l'équipe, des marchandises, de rien, mais je devais sortir le chiffre d'affaires. J'étais responsable du résultat final. Je me suis senti isolé par rapport à l'équipe. C'est-à-dire que j'avais aucun contact avec mes collègues. Je me sentais carrément à l'écart. J'adressais plus la parole à qui que ce soit. Je menais une vie d'enfer à ma famille, quoi, à mes enfants, à ma femme. On était vraiment sur le point presque de se séparer, quoi. J'ai dû faire un travail sur moi-même et j'étais suivi donc par un psychologue. Je provoquais les situations de crise, pour pouvoir me lâcher, me libérer de ce que je pouvais ressentir au travail, de ce que j'avais pu accumuler. Je me sentais à la fois victime et coupable, je dirais même plus coupable qu'autre chose, parce que
Je ne comprenais pas pourquoi j'étais arrivé à cette situation-là. Je ne pouvais pas accepter le fait de quitter cette société-là. Euh, J'étais vraiment... comment... J'étais vraiment acculé. C'est-à-dire que la seule solution pour moi, c'était de quitter, mais c'était pas quelque chose de voulu. Dans ces sociétés-là, on renouvelle sans cesse euh, l'organisation, les managers, et à un moment donné, on arrive au bout du chemin. C'est-à-dire que vous pouvez pas forcément évoluer vers un autre poste, et vous devenez encombrant, vous devenez gênant pour l'entreprise. Hein, donc je pense, c'est une politique de nettoyage. Hein. On va dire le terme, c'est du nettoyage pur et simple. C'était impossible pour moi d'en parler parce que j'étais sensible par rapport à la situation et que bon, je pouvais. Ben, bon, il m'est arrivé de pleurer par rapport à quand j'en parle. Bon, je suis assez touché par rapport à ça. Dans le temps, on se dit ah oui effectivement ça a commencé là, mais sur le moment on peut pas s'en rendre compte. C'est assez difficile. Et le faire comprendre à son entourage, alors là je crois que c'est encore c'est ce qu'il y a de plus difficile encore. J'essaye de me réorienter donc dans un autre secteur d'activité. Euh, je crois, enfin, j'arrive tout juste à pouvoir à sortir un peu du trou, c'est-à-dire ben, j'envisage vraiment une autre profession et, et cette expérience, cette formation d'un an m'a permis de rebondir par rapport à la situation antérieure, à la situation de crise. Ma condition de mutation, c'était de pratiquer à quelques licenciements, hein, donc dans le nouveau magasin, dans la nouvelle entreprise. Bon, ça a été une des conditions pour être muté, hein, pour accéder au poste en tant que responsable. Hein. Donc j'étais quasiment contraint à accepter les conditions. De là, il y a eu les problèmes ont commencé. Hein, c'est-à-dire que, en fait, j'ai eu énormément de mal à trouver des raisons valables hein, pour les licenciements de ces personnes-là. J'ai pratiqué aucun licenciement. Et donc, ce sont les faits qui m'ont été reprochés immédiatement. Hein, ça s'est déroulé dans les 4 mois qui ont suivi ma mutation. Les licenciements ont été faits, hein, malgré moi. Et ces personnes, donc il y a eu 3 personnes donc, de licenciées sur un mois et demi. Et donc elles n'ont pas été remplacées. Donc moi, ben, je contribuais donc à faire le travail de ces 3 personnes. Je m'intégrais à l'équipe. Le matin, je venais à 5h, 6h pour faire le travail de ces 3 personnes. J'étais impliqué dans mon rayon. Je vivais que pour ça. Hein, je peux le dire, hein, pendant 15 ans, j'ai pas vu mes enfants, j'ai pas vu passer le temps. Quoi. Je commençais à 5-6 heures le matin. Il m'arrivait donc de finir à 19h, 19h30. Et quand j'étais de permanence, c'était 22h. Hein. J'avais sur mon dos, tout le temps, en permanence, mon responsable hiérarchique qui me suivait pas à pas quasiment. Hein, qui faisait le tour de tous mes rayons pour voir s'il manquait des étiquettes, s'il manquait des produits, si mes gondoles étaient propres, enfin bon. Ça a duré 3-4 mois, cette situation. J'ai eu des problèmes d'estomac, j'ai fait un début d'ulcère. J'ai eu quelques rendez-vous avec la direction et ça s'est assez mal passé. On m'a fait comprendre que je devais donner ma lettre de démission. Je me souviens, lors d'un entretien,
Mon directeur s'est approché de moi en face à face, de très près, en me demandant, en me montrant la porte et en me demandant de vouloir quitter le magasin et donner rapidement une réponse pour un départ quasiment immédiat. C'est-à-dire que vraiment j'ai senti de la haine, hein. Bon, ça s'est assez mal passé. J'ai été convoqué plusieurs fois. On m'a fait recomprendre qu'il fallait que je parte, qu'il fallait absolument que je parte et que, en fait, c'était moi la brebis galeuse du secteur. J'ai été donc mis dehors 3 fois du magasin, hein, sorti par la sécurité, pour rien. En fait, c'était simplement... ils avaient remis en place donc le processus de harcèlement, c'est-à-dire qu'ils vérifiaient derrière moi tout ce que je pouvais faire, les étiquettes, les produits, les tablettes. Dès qu'il manquait quelque chose, j'étais convoqué. Et, et donc je me suis rebellé, je me suis un peu défendu. Et là, à ce moment-là, ils ont commencé à me sortir du magasin. Pendant ce temps-là, j'ai été mis de côté et toutes les responsabilités de mes 2 rayons ont été attribuées à mon adjoint. J'avais aucune maîtrise de l'équipe, des marchandises, de rien, mais je devais sortir le chiffre d'affaires, je devais... Enfin, j'étais responsable du résultat final. Je me suis senti isolé par rapport à l'équipe. Isolé par rapport à l'équipe, c'est-à-dire que j'avais aucun contact avec mes collègues. Je me sentais carrément à l'écart. Je pense qu'en regardant cet homme parler, très touchant, hein, très enfoncé dans une douleur, il ne faudrait pas imaginer que c'est un cas particulier. Ces harcèlements dits stratégiques, très institutionnalisés dans des entreprises sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit. Et cet homme décrit avec une particulière acuité finalement tout le processus de mise en place d'une adhésion aux valeurs de l'entreprise sous forme un peu idéologique, hein, finalement, d'adhésion au fond à un hyper-investissement du travail. Il le dit, il y passait toute sa vie, il y a presque perdu sa vie. Et on voit très bien comment à un moment donné, on en arrive à lui demander un cran plus loin, de passer non plus au rôle de commercial ou de cadre d'un rayon, mais véritablement au rôle de fossoyeur, de killer, c'est-à-dire d'accepter un cran plus loin, sous forme de promotion, c'est présenté comme tel, d'être là en tant que travailleur pour en licencier d'autres. Tous ces comportements sont de véritables techniques. Ce ne sont pas des comportements improvisés, hein. Il ne s'agit pas là de rencontres avec quelques personnes dites perverses ou cruelles. Dans certaines entreprises, on utilise la technique de l'interrogatoire policier. C'est un peu ce qu'il a décrit à un certain moment avec ce style de rapproché physique dont il dit que le contenu était de la haine, et qui est en fait une technique très construite où on enseigne à certains cadres ou à certains managers à faire peur, hein, aux salariés, généralement la porte ouverte sur le reste du service, pour qu'il y ait à la fois l'humiliation de celui qui est interrogé, mais pour que tout le monde en bénéficie et ressente de la peur. C'est vrai qu'on voit circuler la consultation Souffrance et Travail, par exemple, des guides de management qui parlent d'utiliser la peur pour induire le changement dans une entreprise, et que cette peur, elle doit être déclenchée par le fait de fracasser les équipes, de les délocaliser, beaucoup fusionner, beaucoup démembrer encore une fois des collectifs de travail pour que les gens soient seuls, qu'il n'ait jamais le temps de construire une coopération dans une équipe. Il y a très peu de gens qui ont la force de tenir en face de telles techniques. On veut tous construire son identité au travail, s'épanouir, faire sa place dans une équipe, être reconnu par les autres. C'est absolument fondamentalement constitutif de notre identité. Et pour ça, on est souvent prêt à payer le prix fort. Je menais une vie d'enfer à ma famille, quoi, à mes enfants, à ma femme. On était vraiment sur le point presque de se séparer, quoi. J'ai dû faire un travail sur moi-même et j'étais suivi donc par un psychologue.
je provoquais les situations de crise, hein, pour pouvoir me lâcher, me libérer de ce que je pouvais ressentir au travail. C'était impossible pour moi d'en parler parce que j'étais sensible par rapport à la situation et que je pouvais... ben, il m'est arrivé de pleurer par rapport à... Quand j'en parle, je suis assez touché par rapport à ça. Au fond, la modification psychique qu'induit le fait d'intérioriser cette idéologie d'entreprise, on ne la laisse pas dans le vestiaire de son lieu de travail en quittant le travail. On l'emporte avec soi dans sa vie privée, en famille, avec sa femme et ses enfants. Et on en arrive, comme il le dit très bien, à défaut d'être encore le petit chef dans le travail, à faire le petit chef chez soi, pratiquement, probablement, à utiliser les mêmes comportements, les mêmes attitudes, le même ton verbal élevé et menaçant. Alors, à la fois dans une réduplication de ce qu'on a intériorisé, mais aussi parce que les couleuvres qu'on avale au travail dans la journée, il faut bien que quelqu'un d'autre les digère, et malheureusement, c'est souvent la femme et les enfants qui en pâtissent. L'entretien avec ce genre de salarié, le premier entretien, est toujours un entretien extrêmement lourd de conséquences, parce qu'il faut arriver à le faire décoller son histoire personnelle, sa culpabilité première, de quelque chose qui relève véritablement de choix organisationnels. Et il faut les lui faire apparaître. Il faut lui montrer qu'il a été l'objet et le sujet aussi de véritables techniques de management, en l'occurrence de techniques de harcèlement, mais qui sont au fond des techniques de management incluses parmi tant d'autres. Une fois qu'il a compris qu'il a été l'objet et le sujet d'un véritable système très édifié, très, très structuré, et qu'il n'est pas responsable de ce système, il faut véritablement cicatriser la plaie éthique, ce à quoi il a dû collaborer, ce qu'il a été obligé de faire. Il a fait souffrir sa femme et ses enfants, cet homme, il le sait, il en a conscience. Il a essayé, sans y arriver, comme il le dit, je n'ai pas bien fait mon travail, de faire souffrir des salariés de son équipe pour s'en débarrasser. On lui a quand même demandé, et il a infligé de la souffrance à d'autres. Et il en éprouve maintenant. Donc cicatriser toutes ces béances, toutes ces plaies, implique de donner du sens à tout ce qu'il a traversé, et surtout d'extraire de toute cette dérive de la notion de travail, le sens véritable du travail et la centralité du travail dans la construction personnelle. Et je me sentais à la fois victime et coupable, je dirais même plus coupable qu'autre chose, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais arrivé à cette situation-là. Je ne pouvais pas accepter le fait de quitter cette société-là. J'étais vraiment acculé. Dans ces sociétés-là, on renouvelle sans cesse l'organisation, les managers, et à un moment donné, on arrive au bout du chemin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément évoluer vers un autre poste, et vous devenez encombrant, vous devenez gênant pour l'entreprise. Donc je pense que c'est une politique de nettoyage. On va dire le terme, c'est du nettoyage pur et simple. Dans le temps, on se dit, ah oui, effectivement, ça a commencé là. Mais sur le moment, on ne peut pas s'en rendre compte. C'est assez difficile. Et le faire comprendre à son entourage, alors là, je crois que c'est encore... c'est ce qu'il y a de plus difficile encore. Je pense que dans 90% des cas, on tombe sur des dysfonctionnements organisationnels qui dérapent et qui se transforment en harcèlement. Dans 90% des cas, on est dans du harcèlement stratégique, comme cet homme vient de le décrire de manière exemplaire et avec courage. Harcèlement transversal aussi, quand toute une équipe se ligue contre un bouc émissaire, qui est souvent celui qui est le plus authentique sur l'exécution du travail, qui ne lâchera pas sur les moyens qu'on doit lui donner et les conditions de travail dans lesquelles il effectue ses tâches pour que le travail soit bien fait. Le harcèlement dépasse de loin l'histoire du pervers et de la victime. Donc la solution de sortie de ce type de stratégie idéologique managériale, c'est quand même le retour à la loi, au
au code du travail et à une action beaucoup plus forte et beaucoup plus étayée des acteurs de soins et de prévention, des comités techniques, des CHSCT, des délégués syndicaux et puis des DRH, des chefs d'établissement qui sont garants devant la loi de la santé mentale et physique de leurs salariés. Tout un réseau d'acteurs de prévention et de soins dans l'entreprise et hors l'entreprise qui devrait pouvoir finalement instiller une sorte de contre-attaque éthique à ce type de dérapage. Sauf que ces dérapages sont les 3/4 du temps parce qu'ils s'appuient sur un déni de la souffrance provoquée et sur une construction collective un peu délirante. Sauf que, encore une fois, ce style managérial est tellement intériorisé qu'interrogés séparément, les cadres qui agissent comme ça ne mesurent pas à quoi ils adhèrent et non plus ce qu'ils infligent aux autres. Et probablement le cœur du problème est là. J'envisage vraiment une autre profession et cette expérience, cette formation d'1 an m'a permis de rebondir par rapport à la situation antérieure, à la situation de crise. J'ai reçu un allocataire, on appelle ça, donc un monsieur qui venait pour percevoir l'allocation logement. Au vu de son dossier, il me manquait une quittance de loyer, pour lequel je lui ai dit, donc il me manque cette quittance de loyer, rapportez-moi cette quittance afin que je puisse régulariser vos droits. Ce monsieur, bon, apparemment me dit oui, pas de problème, je vous la rapporte dans l'après-midi. Dans l'après-midi, il revient donc avec une quittance de loyer qui n'était pas la bonne, bien sûr. Alors j'ai beau lui expliquer que celle-ci n'était pas valable, qu'au niveau de notre service comptabilité, ça ne passerait pas. Donc là, le ton a commencé à monter en disant que je ne voulais rien comprendre, que ce soit une quittance ou l'autre, que ce soit pareil. Enfin, j'ai essayé au maximum de le calmer, de lui faire comprendre. Et là, il a commencé à déchirer ses papiers, de m'insulter. Donc ma collègue était intervenue en lui disant qu'il fallait qu'il se calme, sinon qu'on allait appeler le commissariat, quoi. Et donc il a voulu partir et au moment où il est revenu, et il m'a balancé l'ordinateur sur moi. Cette personne qui m'a agressée, donc déjà était un petit peu sous l'effet de l'alcool, et de plus elle avait des impayés de loyer. Donc du fait de ces impayés de loyer, elle ne pouvait pas me fournir cette quittance de loyer, mais il ne voulait pas me le dire en fin de compte. Je pense que ça devait être une honte d'avoir des impayés de loyer, et pour lui, comme il ne trouvait pas de solution, il a pris ce prétexte pour défouler sa colère. Lorsqu'il y a des agressions comme ça, pour nous c'est un échec, puisqu'on n'a pas su faire comprendre justement à ces personnes-là que nous étions pas là pour les enfoncer, comme ils disent. Au contraire, mais là pour les aider, on se sent impuissant parce que on ne sait plus quoi faire. On ne sait pas gérer la violence, quoi. Donc, notre employeur nous avait donné une journée pour nous remettre, mais c'est au moment où j'ai voulu reprendre ma voiture pour revenir travailler. Là, j'avais une appréhension. C'est le fait de revenir sur le lieu et puis comment ça va se passer, quoi. Est-ce qu'il va de nouveau avoir une agression? Est-ce qu'il va être là? Disons que le travail, après, donc, nous fait oublier un petit peu cette agression, quoi. Mais dès l'instant qu'il y a un allocataire qui, tout de suite, a le ton qui monte, c'est vrai qu'on ne sait plus comment réagir, quoi. Est-ce qu'on doit nous aussi élever le ton? Est-ce qu'on doit le calmer? On ne sait plus du tout comment réagir du tout. On forme une bonne équipe. En général, dès l'instant qu'on entend le ton qui monte un petit peu, on vient aider notre collègue pour savoir si on peut éventuellement l'aider ou reprendre la personne de façon qu'elle voie un autre interlocuteur, est-ce qu'elle va mieux se calmer, etc. Lorsqu'il y a un cas qui est difficile, on est obligé de l'emmener chez nous. Je ne peux pas, sortie de mon travail, me dire stop, arrête, j'y pense plus. Non, forcément, on est obligé de penser
voir ce qu'on pourrait faire. Et puis même le lendemain, c'est souvent qu'on en rediscute après avec mes collègues. Normalement, je dois être qu'administratif, mais on est obligé de rentrer dans le social avec ces familles. On ne peut pas les laisser... tout ce qui est administratif, c'est pas... Enfin, je me sens pas le courage, moi, personnellement, de lui dire que je suis là que pour remplir les papiers ou lui prendre ses papiers et ne pas l'aider un petit peu moralement, même dans ses démarches au niveau du service social. Oui, il y a beaucoup de familles qui pleurent, oui, énormément. Et lorsqu'on leur donne des réponses négatives, il y a énormément, oui, de gens qui pleurent. Ça nous est arrivé aussi de donner des tickets de métro, de l'argent, pour qu'ils retournent chez eux ou pour qu'ils mangent. Ça nous est arrivé, oui. On est obligé, on est obligé. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que par un geste, hein, si on ne peut pas les aider autrement. Donc, au bout d'un moment, il y a un épuisement moral. Hein. D'écouter toutes les misères, en fin de compte, tous les malheurs des gens, c'est un épuisement moral, hein, pas physique. Hein. Et au bout d'un moment, une personne, même si elle est moins sensible, au bout d'un moment, elle est obligée de craquer. Hein. Disons qu'elle ne peut pas accepter, toujours prendre et se forger un mur. C'est pas une carapace, c'est pas... Enfin, je ne connais pas encore de personnes comme ça. C'est vrai que de temps en temps, on aimerait bien prendre un petit peu de distance pour pouvoir se ressourcer, quoi. Et c'est ça qui nous manque un petit peu, parce que là, on reçoit quand même... 5 jours d'affilée tout le temps, on n'a pas du tout de repos entre-temps. Ma hiérarchie est très, très liée aux statistiques, pas la façon... Enfin, disons qu'il y a la qualité aussi, mais ils sont plus liés aux statistiques parce qu'ils ont toujours des chiffres à rendre à la CANS. Et donc, ils y tiennent plus aux chiffres qu'à la qualité de recevoir. Ils estiment que du fait qu'il y a des gens qui attendent derrière, il vaut mieux privilégier recevoir tous les gens, même mal, mais il vaut mieux recevoir tous les gens plutôt que de les faire attendre. On n'a pas l'impression d'être écouté. Puisque tout ce qu'on leur dit, en fin de compte, ça n'aboutit à rien. Il n'y a pas d'amélioration, ne serait-ce que là, on a demandé des travaux. Et je vous dis, on a demandé une réunion à la directrice, elle a dit si je vous dis rien, c'est que tout va bien. S'il y aurait quelque chose de mal, je vous le dirais. Non, c'est pas ça qu'il faut. On lui a fait comprendre que non, nous aussi, on aimerait bien aussi avoir des remerciements ou une compréhension, enfin quelque chose du travail que l'on a fait. Et à force, on a même alors rien leur dire, quoi. Mon collègue me dit, mais dis rien, ne dis rien. On travaille pour nous, point final. On est presque à leur cacher ce que l'on fait, quoi. J'ai reçu un allocataire, on appelle ça, donc un monsieur qui venait pour percevoir l'allocation logement. Au vu de son dossier, il me manquait une quittance de loyer, pour lequel je lui ai dit, donc il me manque cette quittance de loyer, rapportez-moi cette quittance afin que je puisse régulariser vos droits. Ce monsieur, bon, apparemment me dit oui, pas de problème, je vous la rapporte dans l'après-midi. Dans l'après-midi, il revient donc avec une quittance de loyer qui n'était pas la bonne, bien sûr. Alors j'ai beau lui expliquer que celle-ci n'était pas valable, qu'au niveau de notre service comptabilité, ça ne passerait pas. Donc là, le ton a commencé à monter en disant que je ne voulais rien comprendre, que ce soit une quittance ou l'autre, que ce soit pareil. Enfin, j'ai essayé au maximum de le calmer, de lui faire comprendre. Et là, il a commencé à déchirer ses papiers, de m'insulter. Donc ma collègue était intervenue en lui disant qu'il fallait qu'il se calme, sinon qu'on allait appeler le commissariat, quoi. Et donc il a voulu partir et au moment où il est revenu, et il m'a balancé l'ordinateur sur moi. C'est-à-dire on met en place, on entend parler que de ça, des cellules d'écoute, des débriefings, bon. Bien, c'est bien, il faut le faire. Mais seulement, ça n'est que traiter la partie superficielle du problème. Et il me semble que ne s'en tenir qu'à ça, c'est
c'est quand même léger, c'est quand même ne pas voir quelles sont les causes réelles des difficultés des gens et du fait qu'ils craquent après une agression. Souvent, on pense que les problématiques d'agression, c'est des problématiques de traumatisme, de stress post-traumatique, de peur. C'est vrai, c'est comme ça, c'est vrai. Mais c'est vrai quand on travaille dans un environnement vraiment dangereux, je sais pas, les convoyeurs de fonds ou les gens qui sont systématiquement ou qui agressés, mais c'est pas à évacuer cette affaire-là. Mais c'est plus compliqué, quoi. Cette personne qui m'a agressée, donc, déjà était un petit peu sous l'effet de l'alcool. Et de plus, elle avait des impayés de loyer. Donc, du fait de ces impayés de loyer, elle ne pouvait pas me fournir cette quittance de loyer. Mais il ne voulait pas me le dire, en fin de compte. Je pense que ça devait être une honte d'avoir des impayés de loyer. Et pour lui, comme il ne trouvait pas de solution, il a pris ce prétexte pour défouler sa colère. Hein. Donc, notre employeur nous avait donné une journée pour nous remettre. Mais c'est au moment où j'ai voulu reprendre ma voiture pour revenir travailler. Là, j'avais une appréhension. C'est le fait de revenir sur le lieu et puis comment ça va se passer, quoi. Est-ce qu'il va de nouveau avoir une agression? Est-ce qu'il va être là? Disons que le travail, après, donc, nous fait oublier un petit peu cette agression, quoi. Mais dès l'instant qu'il y a un allocataire qui, tout de suite, a le ton qui monte, c'est vrai qu'on ne sait plus comment réagir, quoi. Est-ce qu'on doit nous aussi élever le ton? Est-ce qu'on doit le calmer? On ne sait plus du tout comment réagir du tout. Lorsqu'il y a des agressions comme ça, pour nous, c'est un échec, hein, puisqu'on n'a pas su faire comprendre justement à ces personnes-là que nous étions pas là pour les enfoncer, comme ils disent. Hein. Au contraire, mais là, pour les aider, on se sent impuissant, parce qu'on ne sait plus quoi faire. On pourrait se dire, à ce moment-là, elle applique les règles, et puis elle les investit son travail, etc. Or, justement, c'est dans ces situations-là, quand les gens se retrouvent confrontés à quelqu'un qui incarne l'administration dans toute sa froideur, etc., qu'elle va être agressée. Et tout le travail, en fait, tout ce qu'elle fait dans son travail réel, c'est faire en sorte de répondre aux demandes et aux difficultés de ces gens-là, de façon à ne pas être agressée, hein, de façon à minimiser le risque d'agression. Donc c'est justement, c'est là-dedans que se situe la difficulté. C'est justement parce qu'elle s'investit, parce qu'elle comprend, parce qu'elle écoute, qu'elle va minimiser le danger. Elle montre ce qu'il y a derrière, en fait, une agression. Au quotidien, ils sont insultés, l'objet d'incivilité. Et ça renvoie vraiment au sens du travail, au sentiment d'utilité, à l'estime de soi, au soutien social qu'on a dans l'entreprise ou pas. On forme une bonne équipe, en général. Dès l'instant qu'on entend le ton qui monte un petit peu, on vient aider notre collègue pour savoir si on peut éventuellement l'aider ou reprendre la personne de façon qu'elle voie un autre interlocuteur, est-ce qu'elle va mieux se calmer, etc. Lorsqu'il y a un cas qui est difficile, on est obligé de l'emmener chez nous. Hein. Je ne peux pas, sortir de mon travail, me dire stop, arrête, j'y pense plus. Non, forcément, on est obligé de penser, voir ce qu'on pourrait faire. Et puis, même le lendemain, c'est souvent qu'on en rediscute après avec mes collègues. Normalement, je dois être qu'administratif, mais on est obligé de rentrer dans le social avec ces familles. Hein. On ne peut pas les laisser... tout ce qui est administratif, c'est pas... Enfin, je me sens pas le courage, moi, personnellement, de lui dire que je suis là que pour remplir les papiers ou lui prendre ses papiers et ne pas l'aider un petit peu moralement, même dans ses démarches au niveau du service social. Faire juste seulement son boulot administratif, moi, ça me semble être du déni. De penser que c'est possible, parce qu'il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas d'adaptabilité à la personne, à sa demande, à sa souffrance. Imaginons,
imaginons des réponses stéréotypées. Quelqu'un qui vient en pleurs, elle le dit, et une réponse stéréotypée. C'est forcément dans la relation, ça va être explosif, ça. Oui, il y a beaucoup de familles qui pleurent, oui, énormément. Et lorsqu'on leur donne des réponses négatives, énormément, oui, de gens qui pleurent. Ça nous est arrivé aussi de donner des tickets de métro, de l'argent, pour qu'ils retournent chez eux ou pour qu'ils mangent. Ça nous est arrivé, oui. On est obligé. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que par un geste, hein, si on ne peut pas les aider autrement. Donc, au bout d'un moment, il y a un épuisement moral. Hein. D'écouter toutes les misères, en fin de compte, tous les malheurs des gens, c'est un épuisement moral, hein, pas physique. Hein. Et au bout d'un moment, une personne, même si elle est moins sensible, au bout d'un moment, elle est obligée de craquer. Hein. Disons qu'elle ne peut pas accepter, toujours prendre et se forger un mur. C'est pas une carapace, c'est pas... Elle souffre d'impuissance. Hein. Elle souffre de ne pas pouvoir répondre à ces gens qui sont eux-mêmes en difficulté sociale et en souffrance. Et elle est vraiment empathique, quoi. Elle est vraiment dans la compréhension de leurs problèmes. Et ça la fait souffrir, même quelquefois d'en rajouter, quoi. C'est ça qui me paraît important, c'est ce qu'elle exprime de sa souffrance à elle, qui n'est pas une souffrance liée à la peur. C'est vrai que de temps en temps, on aimerait bien prendre un petit peu de distance pour pouvoir se ressourcer, quoi. Et c'est ça qui nous manque un petit peu, parce que là, on reçoit quand même 5 jours d'affilée tout le temps. On n'a pas du tout de repos entre-temps. Ma hiérarchie est très, très liée aux statistiques, pas la façon... Enfin, disons qu'il y a la qualité aussi, mais ils sont plus liés aux statistiques parce qu'ils ont toujours des chiffres à rendre à la classe. Et donc, ils y tiennent plus aux chiffres qu'à la qualité de recevoir. Ils estiment que du fait qu'il y a des gens qui attendent derrière, il vaut mieux privilégier recevoir tous les gens, même mal, mais il vaut mieux recevoir tous les gens plutôt que de les faire attendre. Elle ne peut pas se cantonner au travail prescrit, et il n'y a que le travail prescrit, ou la conformité au travail prescrit, qui est reconnue par l'administration. Donc je pense que c'est là une des difficultés majeures. La question, c'est comment on reconnaît le travail réel. Pour elle, le sens, c'est d'aider les gens, c'est d'apporter un service. Et ça, pour elle, c'est forcément plus gratifiant. C'est là qu'elle va trouver à être reconnue, elle va trouver une utilité, elle va trouver à nourrir l'estime de soi, etc. Elle ne pourrait pas tenir au travail sans ça. Non seulement on la reconnaît pas, mais on disqualifie cet aspect-là. Hein. On disqualifie cet aspect-là en disant, bon, comme les choses qu'on entend souvent, vous n'êtes pas une assistante sociale, etc. Sa souffrance, hein, c'est ça qui n'est pas reconnu. Heureusement, on voit bien qu'elle tient grâce au soutien de ses collègues, grâce quand même à son environnement de travail. Ça, pour elle, c'est favorable. Mais je connais des situations où il n'y a même plus ça, où les gens sont tout seuls et ils n'ont plus rien. Et là, c'est pas tenable, ils ne peuvent plus tenir. On n'a pas l'impression d'être écoutés. Puisque tout ce qu'on leur dit, en fin de compte, ça n'aboutit à rien. Il n'y a pas d'amélioration, ne serait-ce que là, on a demandé des travaux. Et je vous dis, on a demandé une réunion à la directrice, elle a dit, si je vous dis rien, c'est que tout va bien. S'il y aurait quelque chose de mal, je vous le dirais. Non, c'est pas ça qu'il faut. On lui a fait comprendre que non, nous aussi, on aimerait bien aussi avoir des remerciements ou une compréhension, enfin quelque chose du travail que l'on a fait. Et à force, on a même alors rien leur dire, quoi. Mon collègue me dit, mais ne dis rien. On travaille pour nous, point final. On est presque à leur cacher ce que l'on fait, quoi.
Alors, ce qu'elle dit à la fin, à savoir que finalement on cache tout, on ne dit plus rien, c'est pour moi quelque chose que je constate de façon de plus en plus fréquente. Il y a des entreprises où non seulement l'encadrement ne sait pas ce qui se passe dans la réalité du travail, mais où en plus les gens qui travaillent vont produire des signes de prescrit qui vont faire écran, hein, et qui vont épaissir finalement l'écran de fumée qui existe entre les deux. Donc c'est pas seulement caché, ça va devenir complètement clandestin. Du côté de la hiérarchie, on se pose aucune question. Enfin, je veux dire, tout va bien, hein. Et puis, de l'autre côté, ça se passe pas du tout comme on croit. Et puis un jour, il y a quelque chose d'explosif qui se produit. Quelque chose d'explosif qu'on n'avait pas vu arriver, parce qu'on ne pouvait pas le voir arriver, puisqu'on n'avait aucun signe avant-coureur. Tous les modes de communication, de remontée d'informations sur ce qui se passait dans la réalité étaient coupés, hein, déconnectés. Et puis voilà, un jour, ça explose. J'essaierai quand même de travailler à refaire du lien, à recréer de la parole, hein, entre l'encadrement et ces personnes-là. Parce que je pense qu'ensemble, même si on ne refait pas le monde, ils peuvent arriver à trouver des solutions quand même, hein. Mais si, par exemple, Madame Moussad, devant cette difficulté-là, avait eu la possibilité d'appeler quelqu'un qui a un pouvoir de décision et qui puisse dire, bon, bah là, vous voyez, peut-être que ça ne serait pas arrivé, ça ne serait pas arrivé là. Donc, si je devais, moi, aujourd'hui, dire quelque chose comme ça, à partir de 10 minutes de film, sur ce que j'ai vu de cette situation-là, moi, je dirais, parlez-vous. Parlez-vous de vos logiques et de vos difficultés, mais bon, et écoutez-vous. L'autre question, c'est aussi de savoir s'il n'y a pas justement un travail à faire avec ces personnes qui sont au front, là, pour qu'elles se disent, j'ai pas forcément à désinvestir mon travail, mais j'ai peut-être à ne pas m'identifier à l'entreprise dans laquelle je suis, que je sois identifiée à mon métier, oui, mais que je sois identifiée à mon entreprise, peut-être pas. L'impuissance, c'est aussi dans ces termes-là qu'il faut la voir. C'est que c'est pas de leur impuissance dont il s'agit, mais c'est de l'inadaptation de l'entreprise ou de l'institution qu'elle représente, hein. Alors, c'est vrai qu'après, c'est vécu sur le plan personnel, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du travail et pas de l'être. Et j'ai peut-être pas forcément à répondre de tous les dysfonctionnements de mon entreprise. Vous voyez, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut voir, qu'il faut analyser la question de l'impuissance. C'est que à elles toutes seules, elles vont pas vider l'océan avec une petite cuillère.